Pardon, Président. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un député européen, président d'honneur du Front National, Monsieur Jean-Marie Le Pen. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai l'habitude, dans cette salle, généralement de manger la galette des rois. Hélas, aujourd'hui, je n'ai à vous offrir que le pain sec et amer de la vérité. Puisque nous allons parler du problème de l'immigration. Et au départ, pour vous faire sourire, et vous rappeler que les pensées les plus profondes gagnent quelquefois à être replacées dans leur contexte historique, c'est une parole de Rivarol qui dit que le torrent migratoire qui va du nord au sud est irrésistible et probablement irréversible. Vous avez bien saisi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, mais enfin, évidemment, Rivarol écrivait cela au XVIIIe siècle et en rapport avec la situation de ce temps qui, il faut le rappeler, était la migration était d'origine européenne à l'époque. Et vous savez que il faut, je crois, faire un sort à une idée fausse qui est que la France est un pays d'immigration. Puisque si on accepte les grandes migrations du 4e au 6e siècle, les Huns, puis ensuite les autres, c'est le cas de le dire, eh bien, l'Europe pratiquement est restée pendant 13 siècles sans recevoir d'apport étranger. Il y a eu, certes, des mouvements internes, et encore très récemment, la France a reçu, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, plus d'1 million d'Espagnols, d'ailleurs, qui ont fait souche. On se demanderait si les Espagnols n'étaient pas venus, comment serait dirigée la France, puisque le Premier ministre est espagnol, la maire d'origine espagnole, la maire de Paris est aussi d'origine espagnole, le secrétaire général de la CGT, Martinez aussi, enfin bref, je n'en fais pas une liste exhaustive, et je n'ai rien contre les Français d'origine étrangère, puisque l'un des plus illustres d'entre nous, Marie-Christine Arnautu, est d'un père macédonien et d'une maman italienne, et que c'est une patriote française indiscutable. Je vous le prie de le croire. Bon. Il faut savoir tout de même que l'Europe a été à la source d'un mouvement migratoire mondial considérable. D'abord en direction de l'Amérique du Nord, où ces ressortissants, si j'ose dire, ont pratiqué la politique de l'élimination, puisque ce territoire était occupé par des naturels, comme on disait à l'époque, étaient des peaux rouges, des Indiens, auxquels ils se sont, comment dirait-on aujourd'hui, qu'ils ont remplacés par différentes méthodes plus ou moins moralement acceptables. Et puis aussi l'Amérique du Sud, et aussi un certain nombre d'autres pays où il y a eu une véritable, on peut dire, émigration de peuplement. Et aujourd'hui, par un retour de l'histoire, ces mêmes Américains du Nord sont menacés par une déferlante migratoire qui vient du Sud, c'est-à-dire du Mexique, et qui tend d'ailleurs assez curieusement à reconquérir les États que les États-Unis avaient volés à l'Espagne. Aussi, je crois une donnée qui n'est pas négligeable, c'est que non seulement la France et l'Europe ont animé un mouvement migratoire, en particulier en direction de l'Amérique du Nord et du Sud, mais aussi une immigration africaine qui a été en quelque sorte sous-tendue par le trafic du bois d'ébène, c'est-à-dire par l'esclavage des Noirs africains transportés
dans ces territoires pour des plantations comme esclaves, n'est-ce pas? Beaucoup de ces pays sont largement aujourd'hui habités par des populations noires ou métisses qui sont en effet d'origine, on peut le dire, historiquement européenne, en tous les cas de responsabilité européenne. Et aujourd'hui, comme je le disais, les États-Unis envisagent de construire une barrière le long de la, de la frontière du Mexique pour essayer de se défendre. Il était d'ailleurs assez étonnant de voir que les deux principaux concurrents de M. Trump étaient tous les deux des Rubio et l'autre était d'origine cubaine. C'est dire que les États-Unis connaissent aussi ces problèmes, mais avec beaucoup moins d'acuité que la vieille Europe. Je vais y revenir si vous le voulez bien. Les migrations ne sont plus aujourd'hui comme elles l'ont été dans un certain nombre de situations militaires. Elles peuvent être exclusivement civiles, d'où d'ailleurs l'extrême difficulté morale d'y résister. Autant il était facile et nos esprits sont formatés à résister à des gens qui n'ont pas le même uniforme que nous, voire même à leur tirer dessus, autant cela paraît difficile quand il s'agit de foules de gens désarmés, aux mains nues, de femmes et d'enfants, ce qui est la situation d'aujourd'hui. Alors, ces populations immigrées peuvent connaître en quelque sorte deux sorts. Soit elles sont assimilées, soit elles ne le sont pas et forment des communautés qui se sépareront, qui se séparent ou sont séparées de la communauté nationale qui les accueille par toute une série de différences qui peuvent être cumulatives, différences ethniques, notion aujourd'hui parfaitement niée, n'est-ce pas? La race comme le climat, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Ce que c'est, les religions, évidemment, les mœurs et coutumes, et aussi le procédé de l'endogamie, qui fait que certaines populations ne se mélangent pas sexuellement à d'autres, ou se réservent le monopole dans un certain sens et pas dans l'autre. Bon, le phénomène migratoire est devenu gravissime dans notre pays depuis une quarantaine d'années. Il dure depuis longtemps et il est en liaison avec une des causes principales, j'y reviendrai, de cette déferlante migratoire qui est la dépression démographique de l'Europe, qui est une dépression qui est liée à une évolution morale, sociale, sociologique. Par exemple, il est certain, je prends un exemple qui choquerait certainement un certain nombre d'auditeurs de l'extérieur, le travail féminin a eu certainement pour conséquence, malgré que nous reconnaissons la qualité intellectuelle, morale, indiscutable de la femme par rapport à l'homme, ne faisons pas de différenciation. En tous les cas, moi, je n'en fais pas. J'ai été élevé par une veuve de guerre, j'ai eu 2 femmes, j'ai eu 3 filles. Par conséquent, du côté féminin, j'ai plutôt été gâté, si j'ose dire. Bon. Mais il est certain que les femmes qui entrent dans le monde du travail, souvent de façon extrêmement performante, on le voit d'ailleurs dans les résultats des examens au baccalauréat et ailleurs, parce que souvent elles travaillent plus que les garçons, elles sont plus attentives, bon bref, n'est-ce pas monsieur le professeur? C'est vrai. Et par conséquent, sur le marché du travail, et bien qu'elles soient encore... Elles perturbent quand même les conditions des examens, parce que... bien qu'elles soient différenciées encore aujourd'hui sur le plan de la rémunération, quelquefois
de façon injuste, il n'en reste pas moins qu'elles font carrière. Et une jeune femme qui fait carrière, eh bien, n'est pas à la maison. Et quand il viendra éventuellement, s'il vient, le goût de l'enfant, elle aura 34, 32, 33, 34 ans. Si elle se marie, elle en aura 1, 2, peut-être 3, rarement plus. Alors que le temps que j'ai vécu dans mon enfance, moi, c'était le temps où, au contraire, les jeunes femmes sortaient du monde du travail pour se trouver maîtresses chez elles, comme mère de famille et femme au foyer. Et par conséquent, avait toute capacité, si j'ose dire, toute latitude, d'autant qu'on n'avait pas imaginé tous les barrages d'aujourd'hui à la conception, et les enfants venaient, somme toute, si j'ose dire, naturellement, encore que, on a pu noter dans notre pays, après la guerre de 14-18, qui, je vous le rappelle, fut une saignée tragique, 1 400 000 morts, 2 millions de mutilés, en fait une baisse de la natalité, une espèce de refus de donner une vie qui s'était révélée si cruelle à défendre dans un certain nombre de circonstances. Quoi qu'il en soit, on a connu tout de même, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé le baby-boom, qui n'a pas été durable, mais qui a tout de même permis un redressement de la situation de la France. Bref, dans le monde entier, qui est en état d'explosion démographique, il y a un territoire qui, lui, est en état de dépression démographique, c'est l'Europe. Et ceci, évidemment, par l'application de la loi, je dirais, mécanique des fluides, conduit les pays à haute densité à se répandre dans les pays à basse densité. Et c'est un phénomène d'une importance considérable, justement, parce qu'il n'est pas seulement le fruit d'une volonté délibérée, il est en effet un effet presque automatique de la différence de pression qui existe dans le monde. Je m'excuse de me référer un petit peu aux notes que j'ai griffonnées tout à l'heure avant de venir ici. J'aurais tant de choses à vous dire, mais je ne pourrais pas tout vous dire et je ne voudrais pas non plus obérer le déroulement de cette soirée. Prenez tout votre temps, vous êtes l'invité d'honneur. Merci beaucoup, vous êtes trop aimable. À la vérité, c'est à partir de 1974 que la situation est devenue préoccupante en France. Et à partir d'une législation élaborée sous messieurs Giscard d'Estaing et Chirac, qui est celle du regroupement familial. Jusqu'alors, un certain nombre de travailleurs, notamment d'Afrique du Nord, venaient travailler en France, envoyaient une partie de leur argent à leur famille, au bled, comme on disait, et repartaient, soit en vacances, soit même vers leur famille, à la fin du travail qui les avait occupés. Et à partir de 1974, le mouvement a été inversé, c'est-à-dire que les travailleurs étrangers ou français d'Afrique du Nord ont pu faire venir leur famille. Et ce mouvement est devenu progressivement torrentiel et continu à une cadence qui est grosso modo de 200 000 légaux par an, plus 100 000 illégaux, disons en moyenne 300 000 par an depuis 40 ans. Mais ils ne sont pas bornés à entrer, car ils ont aussi fait des enfants. Et quelquefois dans un nombre, une proportion plus grande que les familles de souche, dirais-je, pour employer un mot qui est malvenu dans la société française d'aujourd'hui. Alors combien est-il entré d'étrangers depuis 40 ans en France ? L'INSEE, qui ment à peu près sur tous les sujets, 6 millions peut-être. Comment ? L'INSEE dit 12 millions. Azouz Begag, ancien ministre socialiste, dit qu'à son avis, d'Azouz Begag, il y a entre 15 et 20 millions d'immigrés musulmans en France. Ceci, je laisse à chacun la responsabilité de ces chiffres.
Mais il est bien évident qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que la logomachie officielle des experts, sociologues qui nous sont présentés à la télévision, à la radio ou dans la presse est mensongère, qui essaye de vous expliquer que contrairement à ce qu'on dit, eh bien il n'y a pas plus d'étrangers en France qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. C'est évidemment un mensonge, il suffit pour cela de prendre un des trains qui partent de la gare Saint-Lazare ou de la gare de Lyon ou de la gare de l'Est, d'ailleurs pour se rendre compte qu'on peut se trouver dans un wagon en étant seul européen, voilà, d'origine. Voilà, c'est comme ça. Et ce mensonge permanent a été accrédité avec, on peut dire, l'accord des partis politiques de l'établissement, qui portent dans cette politique d'immigration continue et massive une responsabilité criminelle. Qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, ils ont tous assumé l'idée fantasmagorique qu'on pouvait faire rentrer des gens dans un pays qui connaissait déjà des millions de chômeurs sans avoir de travail à leur donner et qu'il faudrait donc les assumer comme assistés, puisqu'aussi bien il faudrait leur fournir le logement, et ils sont dans ce domaine objectivement prioritaires, ce qu'ignorent souvent nos compatriotes, en ce sens que le critère d'attribution des logements en France, des logements sociaux s'entend, est uniquement social et tient compte du nombre d'enfants. Par conséquent, entre la famille de Bitru qui a 2 enfants et qui attend depuis 15 ans son F2 ou F3, et la famille kurde qui vient d'arriver en chemise avec 5 enfants, c'est la famille kurde qui est légalement prioritaire. Voilà, c'est ainsi. Et il est vrai aussi pour l'école, car il faut, la République établissant l'enseignement obligatoire, il faut fournir à la fois des locaux et des maîtres à cette population de plus en plus nombreuse, et de plus en plus difficile d'ailleurs à former intellectuellement. Parce qu'il est bien évident qu'un petit Africain qui arrive parlant mal le français et qui a 14 ans est mis en 5e, évidemment, n'a pas beaucoup de capacité de comprendre l'enseignement qui est diffusé. Par conséquent, il s'ennuie et il s'amuse, il rigole, il fait un peu le pitre et il trouble la classe, le maître ou la maîtresse n'ayant d'autres ressources que d'essayer de maintenir l'ordre dans sa classe, ce qui est une gageure qu'elle ne réussit pas toujours à assumer. Voilà, c'est ainsi. Et puis le reste, il y a les dépenses de santé. Il y a, bref, le coût de cette population qui, on le savait, quand elle entre, ne trouvera pas de travail, puisque si elle en trouve, ce sera au détriment d'un travailleur français qui, lui, sera à ce moment-là mis au chômage, c'est-à-dire à la charge d'assistance sociale de notre société. Voilà. Et les gens qui, pendant 40 ans, ont tout uniment, quel qu'il soit, assumé cette responsabilité, peuvent être considérés comme des criminels. J'ai un ami qui est un député UMP du Morbihan, un ami, qui m'a dit « Mais Jean-Marie, tu peux pas croire que je suis un criminel ?» Je dis « Si, tu es un criminel. » Mais il dit « Mais je comprends pas, moi, j'ai jamais tué, j'ai pas volé, je suis un honnête homme. » Oui, je dis « Mais tu as voté, c'est encore pire que tout cela. » Eh bien, il avait du mal. Voilà une des raisons. Et puis, venons-en aux causes, aux grandes causes, à la cause qui a été ignorée par nos dirigeants. Or, pourtant, gouverner, c'est prévoir. Ils ne peuvent pas arguer du fait que c'était imprévisible. Non, c'était prévisible. L'explosion démographique du monde, et singulièrement du tiers-monde, puisqu'elle se fait à l'exception de l'Europe, et s'est développée pendant un siècle. On est passé de 2 à 7 milliards d'habitants. Et nous galopons maintenant vers 8, 9, 10, on ne sait pas.
puisqu'aussi bien les démographes officiels nous ont fait l'annonce qu'au Nigeria, dans 50 ans, il y aura 440 millions d'habitants. Nous n'irons sans doute pas jusque-là. Il se sera produit bien des événements auparavant dont on ne connaît pas ni la forme ni la dimension. Mais il est certain qu'il a existé tout au long de l'histoire de l'humanité des régulateurs, quelquefois extrêmement brutaux de la population, qui peuvent être des épidémies, des guerres ou un conflit nucléaire dont on ne peut pas savoir quelle serait demain la dimension et les conséquences. Souvenez-vous seulement qu'en 1919, la grippe qu'on a appelée la grippe espagnole a tué en un an plus de gens que les 5 ans de la guerre mondiale. C'est dire que nous ne savons pas de quoi demain peut être fait et quelles seront les régulations qui seront provoquées. Et il y a eu, en même temps que cette explosion démographique, augmentant le nombre de bouches à nourrir, obligeant à créer des surfaces emblavées de plus en plus grandes, par conséquent à racler les forêts, n'est-ce pas, et à déforester pour pouvoir nourrir ces populations, avec, je dois le dire, des transferts de responsabilités qui sont très inquiétants. Bon, on sait par exemple que l'Égypte vit avec du blé importé, payé par l'Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite a un budget excédentaire. Mais quand l'Arabie Saoudite, comme la Russie, comme le Nigeria, comme l'Algérie, connaît un déficit considérable sur le plan budgétaire à la suite de l'abaissement du prix du baril de pétrole, on peut se demander dans quelles conditions ils vont pouvoir continuer à assumer cette responsabilité humanitaire. Et cela, c'était donc explosion démographique, expansion corrélative de l'islam, puisque ce sont dans ces territoires que la religion islamique était plutôt majoritaire, quelquefois même exclusive, et toute l'histoire nous a montré que l'islam avait une volonté expansionniste quand elle était sous-tendue par un élan démographique. Et nous nous trouvons dans cette situation que l'immigration qui est provoquée non seulement est la conséquence de l'explosion démographique considérable de l'humanité, mais aussi du développement de l'islamisme. Vous noterez d'ailleurs que le gouvernement français s'interdit tout à fait de nommer son adversaire. Il nomme, c'est un peu comme si la police luttait contre le revolver. Enfin, nous sommes des combattants contre le revolver. Et pourquoi? Parce que le revolver, c'est l'instrument qu'utilisent les gangsters pour braquer les banques. Eh bien oui, et en effet, le terrorisme, c'est l'instrument qu'utilise l'islamisme pour essayer de développer son influence dans le monde qui est le nôtre. Voilà la vérité. Et on n'ose pas. D'abord, la première façon de perdre la guerre, c'est de refuser de nommer son adversaire. De n'avoir pas le courage de le désigner, c'est déjà la première défaite intellectuelle. Et puis enfin, l'arme du terrorisme, utilisée, dont les conséquences sont incalculables, car elles mettent l'ensemble des populations, qu'elles soient d'ailleurs islamistes, islamiques ou je dirais de souche, sous la pression mortelle et, comment dirais-je, complaisamment décrite. Le monde terroriste islamiste ne cherche pas à déguiser sa manière, sa méthode d'exécution. Au contraire, il la met en scène avec soin, de façon à ce que vous sachiez ce qui vous attend le jour où vous n'obéirez pas aux ordres qui vous sont donnés. Imaginons par exemple un de nos amis musulmans à qui on dit, ben écoute, tu vas les tuer, le docteur untel. Je veux pas, moi je refuse. Ah oui, mais si tu ne le tues pas, on égorgera ta fille qui va à l'école à tel endroit.
Il ne croit pas. Et si on égorge la petite fille en lui disant, tu vois, on va égorger les autres maintenant puisque tu n'as pas obéi, est-on sûr qu'il n'obéira pas? Voilà le genre de défi qui est lancé à notre population en ajoutant ce déficit démographique de l'Europe. Permettez-moi de le visualiser. L'Europe, 700 millions d'habitants, âge moyen 45 ans, taux de reproduction 1,4 enfants par femme. En face, 6 milliards, âge moyen 20 ans, taux de reproduction 3 à 4 ou 4 à 5. Voilà la définition du problème. Avec pour nous une menace, parce que quelquefois c'est l'incident qui ouvre les yeux sur un tel ou tel sujet auquel on ne pensait pas. Et là, c'est cette irruption à travers la Grèce, venant de Turquie, de masses de civils essayant de gagner via l'Eldorado allemand, puisque Madame Merkel a ouvert grand les bras, encore que, pardon mesdames, elle avait à peine ouvert les bras qu'elle a dû serrer les cuisses. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir un grand cœur, il faut aussi être capable d'assumer la responsabilité des promesses que l'on fait. Et j'ai immédiatement, dès lors, j'ai dit, la première frontière qu'il faut contrôler, c'est la frontière franco-allemande. Pourquoi? Parce que les gens vont aller en Allemagne, il semble que pour l'instant ils ne puissent pas y aller encore suffisamment nombreux, mais le jour où ils sont suffisamment nombreux, si les Allemands, avec quelquefois la souplesse qu'on leur connaît, réagissent durement, eh bien, ils viendront dans le pays le plus favorable d'Europe, c'est-à-dire la France. C'est le pays socialement le plus ouvert et le plus généreux. Et par conséquent, c'est là qu'ils viendront. Or, nous sommes, disons-le, passez-moi l'expression franglaise, full up. C'est-à-dire que nous sommes pleins partout. Or, une piscine de 100 mètres cubes qui est à ras-bord, il suffit d'y ajouter 1 litre pour qu'elle déborde. Et nous sommes déjà au bord du débordement. Alors, nous sommes bien dans une situation tragique, mes chers compatriotes, tragique. Et nous allons, car nous n'avons pas vu le pire. Le pire est devant nous et pas derrière. La situation, objectivement, sauf avatar extraordinaire, ne peut que s'aggraver. Nous devons donc nous mettre dans la situation psychologique d'un peuple menacé de remplacement, menacé de substitution, menacé d'être en quelque sorte exclu de son propre bien au bénéfice de gens qui seront plus forts, plus violents, plus volontaires qu'il ne le sera lui-même. Imaginez votre appartement avec sur votre palier 15 personnes qui vous expriment la volonté d'entrer chez vous. Vous essayez de négocier. Vous pourrez faire peut-être comme fait le gouvernement français, en accepter 3 ou 4, comme on le fait avec la Turquie. C'est-à-dire que pour que la Turquie accepte de recevoir éventuellement quelques dizaines de migrants venant de Grèce, eh bien, il va falloir ouvrir largement l'Europe au visa turc, n'est-ce pas, libre circulation des Turcs, et après tout, peut-être entrée de la Turquie dans l'Europe, auquel cas ne s'ajouterait que 200 millions de musulmans supplémentaires, parce que
la Turquie compte 90 millions d'habitants, l'Égypte aussi d'ailleurs, hein, je le dis tout de suite, mais que ce qu'on appelle le monde turcophone, c'est-à-dire les pays dont les ressortissants n'ont à exprimer qu'un vœu pour devenir turc. Il suffit que les non-turcs disent « je suis turc », ils sont 200 millions. Et connaissent le même problème que nous, n'est-ce pas, que le reste du monde. Et par conséquent, nous avons fait un marché de dupes, nous avons échangé une valeur, un billet, contre notre pièce d'or contre un billet sans valeur. Et là, nous allons connaître très vite le prix que M. Erdogan va mettre à notre complaisance. Parce que c'est une politique, comme vous le connaissez, menée au jour le jour. On essaye de boucher les trous, on déshabille Paul pour habiller Pierre. J'ai vu que, je ne sais pas qui, c'est M. Sarkozy qui propose que l'on aide l'Afrique de façon à ce que les Africains de la subsaharienne ne viennent pas en Europe. Mais avec quoi, M. Sarkozy? Avec des poux? Avec quoi on va les aider? Nous avons 2100 milliards de dettes. Vous me direz que l'Allemagne aussi en a autant, et que les États-Unis en ont 10 fois plus, bon, sans parler du Japon, qui en a 5 fois plus. Tout ceci, mesdames et messieurs, ne se terminera pas par des chansons. Et par conséquent, attendez-vous un jour à voir sauter la baraque monétaire et bancaire. Attendez-vous. Je ne peux pas vous dire le jour ni l'heure, d'ailleurs nous ne la connaissons pas, mais je peux vous dire que c'est inéluctable. Donc à chacun de prendre ses précautions. Comment pourrait-on dire? Mourrez d'abord. Non, vous me pardonnerez cette saillie, mais quand je vois le tralala médiatique qui entoure l'arrestation d'un terroriste présumé innocent d'ailleurs, hein, d'après notre législation, qui a été traqué par je ne sais pas combien de milliers d'argousins, de systèmes de surveillance divers, etc. Ça fait des manchettes de première page des journaux, et les avocats disent « Ah, enfin, Dieu merci, à partir de maintenant, il va y avoir un procès. Ça durera peut-être des années, dit-il. J'entendais tout à l'heure à la télévision. Ça durera peut-être des années, mais avec les parties civiles du Bataclan, on est sûr déjà que ça durera 10 ans. Hein, ce sont tous les avocats dont certains vont être payés par l'État, d'ailleurs. Il y a une subvention spéciale pour permettre à chacun de venir réclamer, je ne sais pas. Et tout ceci, Dieu merci, disent-ils, on va savoir maintenant, parce qu'il va tout nous dire, et s'il ne vous dit rien? S'il se tait, comme c'est probable, parce que lui-même est sous la menace de représailles, non seulement sur lui, mais selon la technique de ces gens-là, sur sa famille, sur ses proches. Il n'est pas sûr du tout qu'il raconte sa vie aux enquêteurs, même belges, une fois. Non, non, une méchanceté dans mon dire, simplement un petit clin d'œil comme ça avec les compatriotes d'outre-Quiévrain. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Alors, comment on fait? C'est la question que pose notre ami Le Gallou dans un livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle Immigration catastrophe. Que faire? Comme disait Lénine. Que faire? Est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'on a un espoir? Oui, il y a un espoir. C'est Suffren qui disait « Tirez tous les boulets, c'est peut-être le dernier qui nous donnera la victoire. » Par conséquent, pour nous, la question est claire. Nous réclamons
le retour à la forme politique nationale, car c'est celle qui a fait ses preuves dans la défense de notre peuple. Elle n'est pas idéale, sans doute, elle est critiquable, mais ce que nous savons, c'est que ce qui a été proposé comme alternative, à savoir l'Union européenne, est catastrophique. Bien sûr, nous sommes de civilisation européenne, évidemment. Nous sommes des patriotes français, enfin, en ce qui me concerne, je parle pour moi, M. Escada, des patriotes français de civilisation européenne. Mais notre Europe, je l'ai définie d'une manière originale, je crois que c'est l'Europe boréale. C'est l'Europe de Brest à Vladivostok, comportant non seulement, bien sûr, nos pays européens d'Europe de l'Ouest, mais aussi les pays slaves, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, mais aussi la Sibérie, espace géopolitique sans lequel notre civilisation n'a pas de chance de survivre. Et cette Europe qui va de l'Atlantique au Pacifique doit être une Europe des nations. Il ne faut pas faire l'économie de l'échelon national, car c'est lui qui secrète l'adhésion des peuples, c'est lui qui secrète la capacité au sacrifice et qui incarne en quelque sorte visuellement l'avenir humain de nos générations. Voilà. Il faut aussi avoir le courage de renoncer à toute une série de dispositions législatives qui sont largement accélératrice de la décadence migratoire, à savoir le droit du sol doit être supprimé. Il faut supprimer aussi largement la plupart des naturalisations qui ont été faites, il faut le dire, à tour de bras. Il faut suspendre et même supprimer la double nationalité qui met les gens qui se placent alternativement dans telle ou telle nationalité selon leur intérêt qui n'est pas toujours l'intérêt général de la communauté. Et puis, il faut mettre en place une politique de remigration, c'est-à-dire de retour de la plupart des gens qui sont venus dans notre pays, en tous les cas d'une grande partie d'entre eux, de tous ceux en tout cas qui n'apporteront pas la preuve qu'ils se sont assimilés à notre civilisation, parce que nous sommes chez nous, en France, ça n'est pas à nous de nous adapter aux mœurs de nos invités, c'est à nos invités ou à ceux qui s'invitent eux-mêmes de se soumettre à la règle générale de courtoisie qui veut qu'on n'impose pas ni sa religion, ni ses mœurs, ni ses coutumes au peuple auquel on demande l'hospitalité. Voilà, ce sont là, mesdames et messieurs, propos de bon sens. Il n'y a rien de génial, mais il faut savoir que nous devons faire cela sous peine de voir notre population, dans ses meilleurs et plus jeunes éléments, s'expatrier. Car si je regarde autour de moi, beaucoup de mes amis, quand je leur parle de leurs enfants, me disent « Ah bah oui, il est en Allemagne, il est au Canada, il est en Australie, il est en Thaïlande, etc., au Japon. » Autrement dit, une partie de la jeunesse française ne réalise plus son avenir, ne projette plus son avenir dans notre pays. Et cette désertion, de fait, aura évidemment des conséquences dramatiques, car elle déséquilibre encore plus, s'il était besoin, le rapport qu'il y a entre les Français de souche et les Français nouveaux, ou ceux en tous les cas qui aspireraient légitimement et honnêtement à l'être, et que je ne rejette pas, que je ne repousse pas, mais je tremble, je dis franchement, devant la situation dans le Maghreb. C'est de là sans doute que viendront les déferlantes migratoires futures. L'Algérie, en effet, est passée
en 50 ans de 8 à 40 millions d'habitants, dont la moitié ont moins de 20 ans. La Tunisie et le Maroc sont moins solides que ne le croient les bonnes âmes, et la contagion du chaos algérien les gagnerait irrésistiblement. Rappelez-vous qu'en 62, le FLN, ayant perdu les élections devant le FIS, c'est-à-dire le Front islamique du salut, a traité l'affaire à la mitrailleuse. Et la guerre civile qui s'en est ensuivie a probablement fait 150 ou 200 000 morts. Par conséquent, la barbarie de nos adversaires, je le souligne parce que depuis 50 ans, y compris sous la présidence de M. Bouteflika, qui vient en France se faire soigner quand il est malade, toute la propagande gouvernementale et du parti FLN en Algérie est tournée vers la haine de la France. N'est-ce pas? Tout s'explique par la France. C'est la France qui est coupable, et cette antienne est reprise à longueur d'antenne, à longueur de journée. C'est probablement le pays le plus anti-français du monde, et ceci par le fait de ses dirigeants politiques, syndicaux, parlementaires et autres. Et cela représente un grave danger, car il faut savoir tout de même que ces pays ont de nombreuses antennes ici, dans le nôtre, qu'il y a des familles qu'on peut rejoindre, n'est-ce pas, et facilement. On s'est étonné, j'entendais s'étonner de la manière dont Abdeslam avait pu échapper à la recherche de la police. Ben c'est clair, c'est que les terroristes en Europe sont comme des poissons dans l'eau, comme disait Mao Tse-tung. Ils sont dans des milieux qui sont favorables ou intimidés. Le résultat est le même. Ils peuvent se déplacer sans être dénoncés. Ils ne sont pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas réputés aux yeux des populations immigrées comme des criminels. Ils sont ressentis comme des combattants d'une cause après tout, est plutôt sympathique aux gens qui les observent, même si eux-mêmes ne veulent pas s'engager personnellement. Eh bien, ce sont des combattants de la cause, et la cause islamique. Mais la cause islamique est extrémiste, certes, mais c'est un fait. On sait bien que quand deux combattants sont face à face, celui qui va gagner, c'est celui qui tue. L'autre est destiné à mourir. Autrement dit, c'est le combattant. Et quand j'appelle les gens à venir le 1er mai remplacer en quelque sorte le défilé qui a été supprimé par le Front National, le défilé de Jeanne d'Arc, c'est parce que Jeanne d'Arc est la patronne des soldats, la patronne des combattants, la patronne des militants. Et c'est pour ça